Bon, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc je me permets de me présenter le temps que tout le monde arrive. Donc je suis Marie-Émilie Vriendour, je suis psychologue sociale de la santé et vous verrez qu'aujourd'hui le côté social de la santé aura toute son importance et je suis missionnée par le Crous pour pouvoir intervenir auprès des étudiants d'Aix et en l'occurrence en ce moment Aix, Marseille et Arles. Voilà, donc ça y est, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à arriver. Déjà, dites-moi si vous m'entendez bien. Peut-être que si je mets mon micro, ça sera mieux. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien aussi. J'ai essayé de mettre un peu de luminosité, mais il n'y en a pas énormément beaucoup. J'en profitais d'attendre que tout le monde se connecte pour mettre de mon côté mon autre ordinateur pour pouvoir suivre un peu mieux vos commentaires parce que je vais avoir besoin de vous aujourd'hui pour pouvoir alimenter le débat. Donc dites-moi si déjà vous entendez bien ce que je dis, si c'est clair, si y a une bonne réception des images. Dites-moi déjà si vous êtes là déjà, si vous allez bien. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Ok, pas de réaction pour l'instant, j'imagine que ça va venir. Donc ce soir, la soirée va parler du partage des émotions, du partage social de l'émotion. Donc on va parler de ça, on va parler aussi de l'empathie. Donc ce live fait suite à un live que j'avais fait la semaine dernière sur les émotions, où je vous avais expliqué un petit peu que les émotions se passaient dans le corps, que c'était de l'information, que c'était intéressant. Salut Audrey, donc bonsoir Amélie. Ah, on m'entend très bien, super, merci. Merci de le confirmer parce que ça m'embêterait de passer tout un live et qu'on ne m'entende pas du tout ou qu'on m'entende mal, c'est très très important. Au moins que vous puissiez bien entendre ce que je dis. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler partage des émotions, on va parler empathie, donc ça fait totalement suite à ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'avais vraiment insisté sur ce que ça faisait entre soi et soi. Donc, que c'était de l'information, que ça se passait dans le corps, ça permettait au cerveau d'interpréter ce qui se passait dans le corps et ça permettait vraiment d'avoir un lien finalement et de l'information sur ce qui se passait pour soi et sur son propre fonctionnement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect des émotions qui est l'aspect aussi information, mais l'information que cela donne aux autres. Et généralement, c'est un peu ce qui dérange dans les émotions, le fait d'en ressentir, c'est déjà un petit peu compliqué, mais le fait que les autres le perçoivent, eh ben, ça peut mettre un certain malaise, notamment parce qu'on est dans une société où on aime bien contrôler son image, contrôler ce qui sort de nous, et on aimerait bien finalement que les autres n'aient pas forcément accès à nos émotions. Et on va voir justement dans ce live qu'en fait, c'est hyper important que les autres aient accès à votre émotion. Vous allez voir que déjà, c'est un peu l'idée de l'émotion à la base. Il y a vraiment ce côté partage social qui fait partie du mécanisme émotionnel. On ne vit pas des émotions que pour soi, on les vit et en même temps il y a le côté vraiment partage autour qui est très important. Et puis on verra aussi que du coup ça interroge sur la question d'empathie, d'hypersensibilité et de tous ces phénomènes d'empathie ou de l'inverse, c'est-à-dire on parlait de la dernière fois de l'alexithymie, on parlait des personnes qui sont pas du tout qui ressentent pas leurs propres émotions, et puis là on parlera des gens du coup qui ne ressentent pas d'empathie, donc qui ne ressentent pas non plus ce qui se passe chez les autres en termes émotionnels et que ça peut poser des problèmes. Donc pendant ce live, j'attends de vous que vous puissiez partager vos propres expériences de ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, j'invite les services civiques qui font partie du groupe et qui participent à cette soirée à pouvoir collecter un peu les idées, les remarques, me faire remonter des questions si jamais il y en a une que je loupe ou que je ne vois pas passer. Et puis je vous propose qu'on commence comme ça. Oui, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on ressent. Oui, tout à fait. Ok, donc les émotions, donc la dernière fois, comme je vous avais dit, ça permet de prendre de l'information pour soi. Le fait de ressentir des émotions et qu'elles s'expriment, et que l'expression de ces émotions soit une expression visible, c'est quand même quelque chose qui normalement devrait nous interroger parce qu'en fait il y a plein de communication à l'intérieur, mais tout ce qui se passe à l'intérieur n'est pas forcément perceptible par l'extérieur. Les émotions, par exemple, je sais pas si j'ai un dysfonctionnement digestif, ça va remonter
à mon cerveau en termes d'information, par le système de nerfs et tout ça, et de captation et de perception, mais à l'extérieur de mon corps, les gens extérieurs vont pas forcément être au courant qu'il y a un truc qui se passe au niveau digestif ou qui se passe. Donc voilà. Donc c'est vraiment une particularité du principe émotionnel d'avoir ce côté communication externe. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui l'avait souligné la semaine dernière. J'avais dit qu'on en parlerait et finalement je ne l'ai pas abordé. Raison pour laquelle je l'aborde ce soir. Je ne sais plus qui c'était, si c'était Kevin ou si c'était... je ne sais plus, désolée, je n'ai pas forcément rechecké les commentaires. Donc on va parler vraiment aujourd'hui de ce côté externe de l'émotion. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, qui nous informe sur nos propres limites, nos propres ressentis, les choses qui sont importantes pour nous. Je suis en train de checker un peu tout ce qu'on s'était dit par rapport à l'intérêt des émotions. Qu'est-ce qui fait que cette information est transmise à l'extérieur? Et bien déjà, il y a un premier principe, qui est un principe, encore une fois, qui repose sur le fonctionnement de base du cerveau, qui repose bien évidemment sur la survie. C'est le principe de base du cerveau. Le cerveau, il a pour but de vous maintenir en vie et donc de gérer votre survie. Et bien, le cerveau de l'être humain, je rappelle que nous ne sommes pas des êtres qui sommes créés pour vivre seuls, nous sommes des êtres sociaux et notre cerveau fonctionne sur ce principe social. Et bien en fait, le fait de pouvoir capter l'émotion chez l'autre, en fait, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans l'interprétation des situations. Exemple classique, que je vous avais peut-être déjà donné la semaine dernière, mais je le remets ici, c'est parce qu'il est très très à propos de ce sujet. Si je suis une girafe, je suis dans la savane, gros cliché, encore une fois j'adore les clichés, je suis une girafe, je suis dans la savane et je vois plein de girafes en train de courir dans un sens, et avec vraiment le côté peur dans le regard de la girafe. Alors, je ne sais pas quelle girafe pour avoir un regard de peur, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais imaginez avec moi, du coup je vais d'abord ressentir la peur dans le regard de la girafe, je vais ressentir moi-même de la peur, je vais commencer à courir avant même de savoir finalement si... vive les clichés, carrément. Je vais d'abord commencer à courir avant même de savoir si réellement il y a une menace qui me concerne ou pas. C'est-à-dire que peut-être que les girafes se sont mises à courir parce qu'il y avait un lion, ou peut-être parce qu'il y a le feu, ou peut-être parce qu'elles ont été effrayées. C'est un groupe de girafes qui a peur des araignées, elles ont été effrayées. Ça ne me concerne pas forcément moi si j'ai pas peur des araignées, mais j'ai d'abord commencé à courir, donc ça a entraîné chez moi un mouvement, et je rappelle, je vous fais vraiment un check-up de la semaine dernière, je rappelle que les émotions ont pour but de générer du mouvement, en tout cas un changement et une réponse comportementale, entre autres. Mais en tout cas, voilà, je vais d'abord commencer à courir, et après, le côté rationnel ira chercher des informations pour comprendre la situation. Mais en tout cas, le fait d'avoir pu percevoir les émotions chez les autres congénères, en fait, me donne de l'information et peut me permettre d'enclencher l'action avant même de savoir ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe, là je parle des girafes, mais c'est exactement ce qui se passe dans les mouvements de foule, quand on voit des gens qui s'agitent, et si je vois tout le monde sortir du bus au moment où je dois y rentrer, peut-être que si je vois qu'ils ont peur, je ne vais pas monter dans le bus. Ça va me permettre, sans savoir ce qui se passe de la situation, de moduler, de modifier mon comportement de manière à me protéger au cas où. Vous voyez, pour l'instant tout le monde me suit? Dites-moi si c'est clair. Donc on parlait, pour ceux qui arrivent maintenant, on parle de l'intérêt du partage social des émotions. Et donc je disais que le cerveau a besoin aussi d'aller capter chez les autres individus les émotions de ce qui se passe chez eux, pour pouvoir aller beaucoup plus vite sur la modulation et la régulation de mon comportement émotionnel. Est-ce que c'est clair ce premier point? Ou alors je suis allée trop vite, ou c'est bon? Bon, ça a l'air d'aller, donc on poursuit. Donc, comme je vous disais, c'est un moyen pour l'être humain, pour le cerveau, d'aller beaucoup plus vite pour moduler son comportement. Mais comme je vous ai dit, c'est pas forcément toujours justifié
pour moi en tant qu'individu. Notamment, par exemple, encore une fois, le coup de la girafe et des araignées. Si j'ai pas peur des araignées, je cours. Dès que j'ai l'information que c'est qu'une araignée, je vais m'arrêter de courir parce que ça n'a plus de sens. Et à ce moment-là, mon cerveau rationnel va moduler mon cerveau émotionnel, la partie plus émotionnelle de mon cerveau, et ça va me permettre de réguler mon comportement. Mais l'information émotionnelle va toujours beaucoup plus vite, se transmet beaucoup plus vite et beaucoup plus rudimentaire et archaïque. Elle prend des autoroutes par rapport à l'émotion, aux informations rationnelles. C'est ce qui fait que parfois on surréagit et puis après on réfléchit puis on se dit non mais j'ai réagi un peu rapidement, je sais pas pourquoi, j'ai beau savoir que ceci, cela, l'émotion a pris le dessus. C'est exactement ça, c'est que le côté émotionnel engage pas du tout les mêmes fonctionnements, ça ne fonctionne exactement pas pareil que l'information rationnelle. Le côté rationnel, donc les informations et le traitement logique des informations, est géré de manière classique par la partie externe de notre cerveau, donc tout le côté cortical, donc la partie la plus enveloppante du cerveau. Et la partie plus émotionnelle est gérée vraiment par la partie la plus archaïque, donc la plus ancienne de notre cerveau. Et cette partie-là est en dessous. Donc en gros, vous avez la partie émotionnelle, la partie rationnelle. Alors, je vous la fais vraiment de manière très schématique. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a des liens dans tous les sens. Mais en gros, il y a la partie émotionnelle, la partie rationnelle. Et à un moment donné, l'information monte beaucoup plus vite qu'elle ne descend. En tout cas, en termes de rapidité de transmission de l'information. Donc c'est pour ça que les émotions parfois prennent le dessus ou vont beaucoup plus vite que le côté rationnel. Et c'est intéressant justement à savoir par rapport aux enfants. Donc je ne sais pas s'il y en a certains qui ont des enfants parmi vous. Moi j'ai des enfants donc je l'observe tous les jours. Chez les enfants, la partie la plus superficielle du cerveau, donc la plus évoluée en termes d'évolution de l'espèce humaine et du cerveau humain, elle n'est pas totalement finie, elle n'est pas totalement mature. Quand le bébé naît, elle n'est pas du tout mature. Et du coup, l'enfant va mettre un certain temps à développer cette capacité à rationaliser et à réagir de manière moins émotionnelle et un peu plus rationnelle. C'est pour ça que les enfants, les tout petits, ont vraiment beaucoup plus de mal à gérer leurs émotions, à les maîtriser que les adultes normalement. Et on retrouve même chez des jeunes adultes encore des difficultés à gérer les émotions. Et même chez des adultes en mode produit fini, concrètement, c'est toujours quelque chose qui va fonctionner avec une prédominance du côté émotionnel. Donc, vous voyez bien que on est encore une fois sur quelque chose qui est très naturel, qui est géré par votre cerveau et qui va avoir une fonction. Donc, c'est une fonction de survie, ça va être la capacité à pouvoir aller prendre de l'information chez l'autre pour... Alors ça, nous ne sommes pas étudiants, mais en tant que comédien de théâtre, les émotions et leur gestion ont une grande importance. Ah oui. Oui, les émotions, c'est la base. Et on parlera justement de l'utilisation des émotions par rapport à la communication, par rapport au théâtre. Alors, j'avais pas forcément prévu d'en parler par rapport au théâtre, mais on en parlera à la fin de ce live, parce que vous verrez qu'on est influencé par les émotions qui sont créées par l'extérieur et que parfois il y a une propagation des émotions, et là on l'a très bien vu avec le coronavirus par exemple, une utilisation du biais émotionnel et du vecteur émotionnel pour transmettre de l'information, et que ça a une importance vraiment sur le ressenti des gens. Donc ça m'intéresserait de voir un peu ce que vous en pensez, du coup ceux qui font du théâtre, à la fin, et d'avoir votre retour d'expérience sur l'utilisation des émotions. Donc, encore une fois, les émotions, c'est un moyen de communication, interne et externe. Le but des émotions, bien évidemment, ça va être d'informer l'autre sur ce qui se passe chez nous. Ça va être d'aller puiser chez l'autre ce qui se passe chez lui pour moduler notre comportement et aller beaucoup plus rapidement à l'essentiel et gérer vraiment les situations au mieux. C'est pour ça que dans une situation, on a tendance à se regrouper ou à beaucoup parler de ce qui se passe,
parce que le fait d'avoir accès aux émotions et aux ressentis des autres, ça nous aide à moduler notre émotion. Mais on en parlera parce que c'est assez paradoxal finalement cette affaire-là de partage des émotions. Donc, l'être humain a des émotions, ça se passe à l'intérieur, ça informe son cerveau régule, ça régule l'émotion, très bien. Le cerveau va chercher de l'information émotionnelle à l'extérieur, en plus des autres informations de contexte dont il a besoin, et ça permet de réguler son propre fonctionnement. L'autre va chercher des informations chez nous, et ça lui permet à lui de réguler son fonctionnement. Très bien. Jusque-là, tout le monde suit ? Alors, pour ceux qui travaillent avec des enfants, du coup, ça leur parle bien. Le côté avec les enfants qui ont du mal à gérer leurs émotions. Ah oui, alors le fait de mettre en mots les émotions, c'est encore une autre chose, parce que comme on disait la dernière fois, les mots sont très réducteurs. Et même si parfois on a l'impression de parler de la même chose, par exemple si je parle de colère et que chez vous, vous avez ce mot colère associé à des choses, à des concepts, à une définition, à une expérience, un vécu, un ressenti, on aura forcément des définitions un peu différentes et des manières différentes de l'exprimer et de le ressentir. Culturellement, on se retrouvera peut-être sur certains aspects, mais pas forcément sur tout. Bon, je vous renvoie un peu à la conférence de la semaine dernière, même si je fais un peu des liens pour faire avancer. Mais vraiment, on est sur ça. Effectivement, les enfants ont énormément de mal à mettre en mots. Déjà parce qu'ils ont beaucoup moins de mots, ils ont beaucoup moins de bagages de mots. Et le langage émotionnel, mine de rien, ça fait pas partie des listings de vocabulaire qu'on apprend le plus rapidement aux enfants. Alors on commence à y venir, hein, à rajouter du langage émotionnel, mais concrètement on leur apprend plutôt le nom des animaux, le nom des vêtements, voilà. Dans le bagage de vocabulaire, on leur apprend plus facilement ça que le nom des émotions. Mais ils en ressentent déjà. Salut Gabriel, bienvenue, c'est pas grave pour le retard, on t'en veut pas. Enfin moi je t'en veux pas, les autres dites-lui si vous lui en voulez ou pas, mais en tout cas moi ça va, tranquille. Ok, donc c'est un moyen effectivement d'avoir une régulation de soi et d'avoir aussi une régulation de l'autre. Et ça sera très important parce qu'on va voir que finalement vivre des émotions et avoir des émotions qui s'expriment et qui ont une action finalement sur l'autre, c'est peut-être aussi, et ça peut être, et c'est parfois utilisé comme un moyen de manipuler l'autre. Et c'est des fois, si on t'en veut, ah, c'était ça, vous réglerez ça sur le ring, si vous voulez. Ok. Donc ça peut être un moyen de manipuler l'autre. Et parfois c'est ce qui est un peu reproché aux personnes qui ont une grosse capacité d'expression des émotions, ou qui ont justement une difficulté à les gérer aussi, on verra que c'est très très proche les deux, parfois. Mais en tout cas, on leur reproche parfois finalement d'utiliser leurs émotions pour manipuler l'autre. Et des fois, on a les gens qui disent « oui, mais arrête de pleurer, c'est bon, arrête de pleurer, je vais pas changer d'avis pour autant », comme si l'autre finalement faisait exprès d'utiliser son expression émotionnelle pour avoir un effet sur l'autre. Sauf que en fait, en réalité, ceux qui font du théâtre doivent le savoir, c'est très 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 dur de créer des émotions sur commande. Ça fait partie des premières choses qui se mettent au travail. En tout cas au théâtre, c'est quelque chose que les personnes du théâtre ou de la comédie, peu importe, enfin de tous ces métiers-là, ils passent beaucoup beaucoup de temps à travailler sur le côté émotionnel parce que c'est très très dur de se créer des émotions intentionnellement. Alors de là à penser qu'une personne se crée des émotions intentionnellement de manière à manipuler l'autre, franchement, je vous garantis que les gens qui ont une expression émotionnelle vraiment très intense, clairement ils le font pas exprès. Et en général, ils en souffrent aussi. Parce que mine de rien, quand on pleure, même sur commande, on ressent réellement des choses à l'intérieur. Et généralement, les gens qui font du théâtre vont puiser à l'intérieur de choses qu'ils connaissent vraiment pour pouvoir sortir une émotion qui soit la plus vraie possible. Ok, on continue sur les émotions. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette soirée ? Déjà parce que je trouvais que c'était un versant qui manquait pas mal au live de la semaine dernière, même si elle était déjà bien fournie. Donc de toute façon, les émotions, on pourra en faire un nombre incalculable de lives. Notamment parce qu'en plus, vous les alimentez par vos questionnements, donc ils seraient différents à chaque fois. Mais
Aussi parce que cette semaine, et notamment avec la venue du coronavirus et la situation de confinement que nous vivons, ben forcément, on me parle beaucoup en séance de ce côté émotionnel et de la relation que peuvent avoir les étudiants, du coup, et mes patients avec ces émotions, les émotions vécues par les autres, véhiculées par les réseaux sociaux, les émotions créées par l'exposition aux médias, les émotions créées par la situation, enfin bref, il y a des émotions un peu de partout et qui peuvent être décuplées et qui sont parfois difficiles à gérer, notamment quand on est confiné, c'est-à-dire que le lien social est particulièrement touché. Est-ce que jouer avec ses émotions à trop grosses reprises, comme dans le théâtre justement, peut entraîner des difficultés à les ressentir réellement en temps normal? Oui, ça peut. Ça peut. En général, les gens qui font du théâtre font quand même bien la différence entre leurs émotions vraies liées à leur vraie vie et les émotions qui jouent. Mais très souvent, ils décrivent aussi que quand ils jouent un personnage très très longtemps, ça a une empreinte quand même. Et de toute façon, nous on l'utilise en thérapie aussi. Le fait même de faire semblant de quelque chose, à force, même quand on en est conscient, faire semblant, ben, en fait, crée ce qu'on est en train de faire semblant. Par exemple, si je fais semblant d'être jalouse pendant une semaine avec mon chéri juste pour le fun et tout au départ, et ben à force de faire semblant, je vais me créer ça. Si je fais semblant d'être triste, ben à force, je vais probablement le devenir. Parce que pour faire semblant, je vais prendre la posture. Parce que pour faire semblant, je vais peut-être aller chercher des choses qui sont vraies chez moi. Donc je vais peut-être réactiver des tristesses anciennes. Ou me créer des scénarios qui pourraient potentiellement me rendre triste. Donc en fait, jouer avec ces émotions, forcément, ben en fait, quand on joue, on le fait. On joue, mais en fait, c'est du vrai, quand même. D'ailleurs, les enfants le savent très bien, en fait. Ils savent rentrer dans le jeu et sortir du jeu, mais mais mine de rien, ils sont quand même touchés parce qu'ils s'identifient à leur personnage. Quand on joue, on met quand même en jeu quelque chose qui se passe. Oh, il m'embête ce fil. On met quand même en jeu quelque chose qui se passe à l'intérieur et on utilise le corps pour l'exprimer et les mots sortent par notre bouche. Pour pouvoir le sortir, il faut que le cerveau le pense. Donc oui, jouer, créer quelque chose qui se crée réellement. D'ailleurs, on le voit même imaginer, même si vous ne le faites pas réellement, que ça passe pas réellement par votre corps, le fait de l'imaginer, de toute façon, crée une activation des structures cérébrales qui sont responsables de l'activation émotionnelle réelle. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, quand vous faites semblant, finalement, ça le fait vraiment, quoi. Oui, ça vous parle ou pas? C'était ça, est-ce que ça répond à ta question? Je suis pas sûre. Ouais, non. Ok. Donc, par rapport à ce contexte-là de coronavirus qu'on reprendra à la fin au regard de tout ce que je vous aurais partagé pendant ce live et au regard aussi des réactions que vous allez avoir. Je voulais parler de ça parce que le fait de parler, ah merci, tu me rassures, c'était ça. Le fait de parler de vos émotions, en fait, ça a plusieurs intérêts et en tout cas, ça a plusieurs effets. On l'a vu quand on parlait de la communication non violente. Déjà, ça permet, je vous refais un débrief aussi de cette séance-là, le fait de parler de vos émotions, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la phase 2 de la communication non violente, et ça permettait en fait d'expliquer en quoi c'est important pour vous, qu'est-ce que ça active chez vous, qu'est-ce que ça met en mouvement chez vous. Donc ça explique la motivation que vous avez à parler à ce moment-là. Donc, quand vous parlez de vos émotions, il faut vous dire que ça va réactiver l'émotion. Par exemple, si vous parlez à quelqu'un d'une dispute que vous avez eue avec une copine la semaine d'avant, pour en parler, vous allez probablement évoquer les raisons pour lesquelles vous étiez énervé, les choses qu'elle vous a dites, l'attitude que vous lui avez trouvée, pas forcément qu'elle avait, mais que vous lui avez trouvée, et vous allez parler de l'état émotionnel que vous avez ressenti. En faisant cela, vous recréez le contexte, la scène, même si c'est mentalement, vous la recréez mentalement, probablement qu'à un moment donné, vous allez ressentir
une partie, en tout cas, du fonctionnement émotionnel que vous aviez à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on parle d'une ancienne dispute, eh ben, on est obligé de se remettre en colère pour pouvoir donner du crédit à l'information qu'on est en train de sortir. Si vous dites à quelqu'un, oui, j'étais super énervée, voilà, elle m'a dit ça, mais que vous êtes sur un ton émotionnel qui n'est pas du tout cohérent avec ce que vous êtes en train de dire, la personne en face, vu qu'elle capte vos émotions en même temps que ce que vous êtes en train de lui dire, principe de communication, le non-verbal et le verbal, et bien en fait, votre verbal aura beaucoup moins d'impact parce qu'il n'y a pas d'émotionnel, parce qu'il n'y a pas de marque émotionnelle, parce qu'il n'y a pas de signe émotionnel. Et donc parfois, pour faire passer un message, il faut se mettre dans le bon état émotionnel. Donc le fait de parler de vos émotions, déjà ça va réactiver vos émotions. Alors pas forcément de manière décuplée, pas forcément dans la même mesure, ça va probablement les réactiver un peu moins, mais il est possible que ça les réactive. Et en thérapie, parfois, j'ai des personnes qui me parlent de scènes pour lesquelles vraiment ça a été très très difficile, ils ont été très tristes, ou ils ont été très en colère, ou ils ont eu très peur, et des choses comme ça. Et pour moi, c'est vraiment un signe de savoir est-ce que quand la personne en parle, ça réactive des émotions ou pas. Et en fait, on se rend compte que parfois, on raconte quelque chose comme ayant été traumatique ou comme ayant vraiment une valeur très très importante pour sa vie, comme si c'était logique. Et en fait, il n'y a pas d'émotion quand on en parle. Et bien probablement que cette émotion-là, elle a déjà été digérée ou qu'au contraire, elle est bloquée. Donc est-ce que ça fait trauma vraiment avec coupure des émotions, alexithymie, dont on parlait la dernière fois, ou est-ce que finalement, quand la personne en parle, même après, ça réactive exactement comme elle l'a ressenti à ce moment-là, ou même plus fort. Donc, c'est vraiment un signe, c'est-à-dire que c'est encore une fois une information de ce qui se passe chez l'autre. Donc, premier point, quand on parle de ses émotions, on réactive d'une certaine manière ses émotions. Et ça, c'est très flagrant. D'ailleurs, des fois, je ne sais pas s'il y a des copines à vous qui vous parlent, ou des potes ou quoi, ou même des profs, je sais pas, ça doit arriver aussi, qui vous parlent d'émotions qu'ils ont ressenties ou d'événements qu'ils ont ressentis à certains moments où ils se sont mis en colère, par exemple, et vous leur dites « mais arrête de t'énerver sur moi ». Parce qu'en fait, vu qu'ils véhiculent de la colère, vu que vous êtes en face, vous en captez quelque chose et vous en prenez quelque chose aussi. Et des fois, vous avez juste envie de dire à l'autre « calme-toi, on n'est plus dans la même situation ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dites-moi dans les commentaires, comme ça je fais une petite pause. Ça vous est déjà arrivé d'être dans ce genre de situation où vous ressentez que ça réactive vraiment les émotions au moment où la personne en parle? Alors il y a peut-être un décalage entre le son, l'image, entre ce que je dis et ce que vous captez, le temps de répondre et tout ça. Donc je vais laisser un petit peu de temps pour vous de répondre. Mais déjà, c'est un premier élément qui est important. Quand on parle des émotions, ou quand on parle de ce qu'on ressent, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le fait sortir de soi. C'est-à-dire que même si avant ça se voyait de l'extérieur, c'était pas vraiment prononcé. Donc pour en parler, je suis obligée déjà de mettre des mots dessus. C'est ce qu'on disait par rapport aux enfants qui ont du mal, surtout avec les camarades. Oui, c'est surtout les camarades. Mais en tout cas, pour en parler, je suis obligée d'aller faire une connexion entre le cerveau émotionnel, celui qui ressent, mes sensations et le mot que j'attribue à ce que je ressens, ou en tout cas l'ensemble de mots. Et donc déjà, le fait de devoir en parler, ça demande déjà un travail au cerveau pour prendre du recul sur la sensation, pour pouvoir la représenter. Le mot est un moyen de représenter. Donc c'est déjà un premier travail. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce que ça oblige au cerveau à traiter l'information sensorielle, l'information émotionnelle. C'est déjà un premier traitement, ne serait-ce que rien pour le sortir. Donc ça, on n'est pas forcément conscient de ça, mais il y a des personnes effectivement qui ressentent des émotions, mais en fait ils mettront jamais de mots dessus. En fait, ils sont dans le ressenti, ils sont pas bien, ils sont en mode perturbé, mais ils savent pas vraiment ce qui se passe. Et le fait de leur demander qu'est-ce qu'il y a, vas-y exprime, ça va engager pour leur cerveau ce premier travail-là. Deuxième effet quand on parle de ces émotions, dans le fait de le faire sortir, l'intérêt c'est que on le sort, on le dit,
Et puis on s'entend le dire. Et des fois, quand on s'entend le dire, eh ben, il y a une nouvelle boucle cérébrale qui se lance, c'est-à-dire que vous entendez un lien entre une situation et une émotion, un ressenti. Un peu comme si c'était quelqu'un d'autre qui le disait. Et parfois, et c'est assez fréquent, il y a des personnes qui, au moment où elles s'entendent le dire, disent « Ah, mais c'est idiot en fait. Et du coup, ça n'a pas de sens. » Ou alors « Bah non, finalement, c'est peut-être pas si important que ça. » Ou alors « Oh là là, j'ai ressenti ça, je savais même pas que je ressentais ça à ce point-là. Ah bah oui, maintenant que je le dis, bah, du coup, j'en prends conscience. » Donc ça, c'est un deuxième effet. Donc, dans le fait de sortir l'information, de parler de ses émotions, il y a le fait de devoir travailler pour le sortir, le fait de l'entendre, le fait aussi que le fait qu'il soit sorti, et bien quelque part, c'est un peu comme si c'était plus à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est plus une sensation qui tourne, ou qui s'ancre, ou qui ronge, ou qui... Enfin bref, toutes les métaphores sont possibles, ça dépend des personnes et des émotions. Mais ça ne fait pas que avoir des effets à l'intérieur, ou ça ne fait pas que tourner dans la tête. Là, hop, c'est sorti. Et c'est ce qu'on appelle l'effet cathartique. C'est-à-dire que c'est plus à l'intérieur, c'est sorti. Il y a ce qu'on appelle la magnétique, c'est l'accouchement. C'est-à-dire que, oh, ça y est, on l'a sorti. Et des fois, rien que ça fait un bien fou. Donc, ça, c'est encore un intérêt de parler de ce qui se passe pour soi et de ses émotions. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé de la communication et je vous avais dit que l'élément qui est intéressant dans la communication, c'est le feedback. C'est-à-dire que, bon, ok, je la sors, donc je vais mieux. Et puis, je m'entends le dire, donc du coup, ce qui est déjà une forme de feedback, mais c'est entre moi et moi. Donc du coup, je peux en penser quelque chose et donc ça permet de réfléchir déjà à ce qui se passe d'un autre niveau. Et puis, j'ai aussi la réaction de la personne en face. Ce qui va avoir une très très grande importance pour certaines personnes qui donnent de l'importance au regard de l'autre et à ce qui se passe chez l'autre. C'est-à-dire que selon la réaction de l'autre, la réaction émotionnelle, mais aussi ce qu'il va me dire, donc feedback verbal et non verbal, eh ben, ça va me permettre de prendre du recul sur ce que j'ai vécu, sur mon ressenti. Et là, on va avoir des effets très différents parce que selon le feedback qui va être fait, soit ça va permettre de diluer mon émotion parce qu'elle va perdre en contenu, en tension, parce que l'autre va trouver un argument ou l'autre va la prendre et la retourner d'une manière où elle n'a plus vraiment de raison d'être. Soit l'autre va l'alimenter, et dans ce cas-là, mon émotion va me revenir et elle va s'augmenter. C'est très souvent ce qui est fait, alors pas avec une émotion, mais avec le stress. Par exemple, si vous voyez un étudiant qui est stressé par ses examens, qui rencontre un autre étudiant qui est aussi stressé par ses examens, et ben du coup, en fait, ils vont s'alimenter l'un l'autre et ils vont tous les deux s'amplifier le stress. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt, ça fait partie des intérêts de sortir l'émotion et donc de parler de ses émotions. C'est déjà de le traduire en mots avant de le sortir, c'est de le sortir du corps, donc il est plus à l'intérieur en termes de sensation, mais il devient un mot, donc c'est plus facile à appréhender. Et puis il y a le feedback de l'autre, et puis je m'entends le dire. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs intérêts. Donc ça a vraiment un intérêt d'aller parler de ce qui ne va pas avec quelqu'un. On parlera après de avec qui on en parle, mais déjà, dans le principe même d'en parler, ça va vous amener tout ça. L'avantage aussi, c'est que du coup, ça va valider ou invalider l'émotion. Alors, j'ai vu qu'il y a un petit message. Pourquoi certaines personnes, ça c'est Mélanie, pourquoi certaines personnes se plaignent de ne rien ressentir, de n'avoir aucune émotion? Ben, comme je disais, Mélanie, on n'est pas tous égaux par rapport aux émotions, même si on a tous la capacité d'en ressentir, sauf troubles neurologiques ou physiologiques. Troubles physiologiques, ça peut être un désordre hormonal, par exemple, ça peut arriver, ou une déficience hormonale. Et pourquoi les personnes se plaignent de ne rien ressentir? Souvent, c'est parce qu'il y a un apprentissage qui a coupé en fait l'accès aux émotions, soit parce qu'elles étaient prohibées dans le milieu familial ou dans le milieu dans lequel la personne était à ce moment-là, et il y a eu une coupure.
C'est ce qui se passe parfois quand il y a des traumas ou quand il y a une désensibilisation émotionnelle, comme par exemple on est dans un milieu qui ne reconnaît pas d'intérêt aux émotions ou qui les bride, quoi. Ou alors en cas de désordre psychique ou physiologique, encore une fois. Donc oui, c'est très perturbant en fait de ne pas ressentir des émotions, hein, parce que du coup ça nous enlève un grand pan de notre humanité et de qui on est et d'accès à notre personnalité et de comment on fonctionne. Donc ça peut être très déroutant de ne pas ressentir des émotions, tout comme ça peut être très déroutant de les ressentir de manière trop forte ou trop intense. Donc on continue sur ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport au fait de parler de ces émotions, de l'intérêt de parler? Ne serait-ce que ça. Est-ce qu'il y en a qui disent non mais ça sert à rien d'en parler, vaut mieux garder pour soi, non? Encore une fois, je pense qu'il y a un petit décalage entre ce que je dis et le moment où vous m'envoyez les commentaires, donc je vais vous laisser répondre tranquillement et je réagirai un petit peu plus tard. Dites-moi hein, si... je vois qu'il y a plein de gens nouveaux qui arrivent. Bonjour aux nouveaux. On a déjà commencé il y a un petit moment, mais vous êtes les bienvenus. Voilà, on parle des émotions, du partage des émotions et voilà, de tout ça. Donc, j'avais prévu de vous parler de ça. Hop, on va passer plutôt à autre chose. On va parler de avec qui on partage l'émotion. Alors, on pourrait se dire que selon les personnes, globalement, on partage nos émotions ou nos ressentis avec les personnes de confiance. Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que selon le milieu dans lequel on vit, on va retrouver un certain nombre d'invariants, ou en tout cas de grandes tendances. Et c'est vraiment... D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ce livre-là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, c'est Bernard Rimet, Le partage social des émotions. Il est peut-être à l'envers pour vous d'ailleurs. Donc c'est le partage social des émotions, donc c'est vraiment la Bible sur laquelle j'ai reposé ma réflexion de Master 1, où j'avais travaillé sur les émotions des femmes enceintes. Et donc c'était vraiment hyper intéressant et j'ai travaillé avec ce livre-là. Donc il est toujours aussi bien, hein, il n'a pas changé. Hein. Donc je vous invite à le lire. Le partage social des émotions. Donc avec qui est-ce qu'on partage les émotions? Alors déjà, spontanément, mettez-moi dans les commentaires avec qui vous partagez comme ça spontanément vos émotions. Est-ce que vous les partagez avec vos amis, la famille? Est-ce que vous les partagez de manière publique? Est-ce que vous les partagez pas du tout? Voilà. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites et qui sont dans ce bouquin-là, qui permettent de voir, pardon, de voir qu'il y a un certain nombre d'invariants et que finalement, en tout cas dans notre société, parce que ces études ont été faites en France principalement et dans les pays occidentaux, donc dans des pays qui se ressemblent. Alors, il y a Gabriel qui cite carrément une personne avec qui partager ses émotions. Ok. Donc, qui montre en fait que avant 3 ans, en fait, l'enfant apprend déjà à partager ses émotions, mais qu'il les partage déjà pas avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'avant 3 ans, l'enfant partage ses émotions avec les personnes avec qui il est le plus en contact. Il y a vraiment une notion d'attachement. Alors quand je parle d'attachement, je ne parle pas d'amour, qui est vraiment qui sont vraiment deux choses différentes, mais en tout cas, avec les personnes avec qui il passe le plus clair de son temps dans la journée. Il n'irait pas forcément partager ses émotions avec un inconnu, ou il n'irait pas forcément partager ses émotions avec quelqu'un qui connaît peu, en fait. Il va partager la plupart du temps ses émotions, parler de ce qu'il ressent, ou même aller pleurer ou rire dans les bras des personnes avec qui il partage sa journée, les parents en grande partie, les parents, la fratrie, et les tatas, les nounous, voilà, famille, amis, copains, je vois que c'est un peu la même chose qui ressort. Et puis, de 6 à 8 ans, il y a une expérience qui a été faite où on raconte des histoires à des enfants entre 6 et 8 ans et on vérifie après si les enfants ont parlé de ces histoires avec des contenus émotionnels différents. Donc il y avait une histoire qui a été racontée à la moitié du groupe avec une faible valeur émotionnelle. Ça parlait pas beaucoup d'émotions, c'était très factuel. Et puis la deuxième histoire était racontée à l'autre partie du groupe avec une forte valence
émotionnel. Et bien en fait, il montre que finalement, les enfants, entre 6 et 8 ans, ils parlent très peu de ces histoires avec les enfants qui les entourent. Mais par contre, on observe qu'ils racontent ces histoires-là, non pas dans la cour, une fois qu'on leur a raconté dans toute la journée, ils en parlent peu entre eux, mais ils en parlent à la maison. Ils en parlent avec qui? Avec les parents, notamment pour 71% des cas, pour ça je regarde mes fiches en même temps, pour 71% des enfants, quand il y a eu des émotions fortes dans une histoire, eh ben, ils en parlent avec leurs parents. Ils n'en parlent pas en cours, ils n'en parlent pas à la maîtresse, ils en parlent quand ils rentrent chez eux. Donc même en différé, eh ben, ça leur revient, ils ont besoin d'en parler, notamment quand il y a eu une forte valence émotionnelle, je sais pas, une histoire qui faisait un peu peur, ou une histoire qui était magnifique, joyeuse, ou une histoire qui était très triste, eh ben, ils en parlent avec leurs parents. Ils n'en parlent pas à leurs copains dans la cour, ni avec leur maîtresse. Et par contre, quand il y a une valeur émotionnelle moins forte, ben en fait, ils racontent moins, ils ont moins besoin de raconter l'histoire. Pour 42% seulement des enfants, ils racontent. Donc ça, c'est intéressant, c'est de se dire, ok, même enfant, finalement, on choisit à qui on va parler de ses émotions. Ça se fait pas comme ça, on ne parle pas à n'importe qui, n'importe comment. Il y a déjà un choix, une sélection. Il y avait, dans les commentaires, là, il y avait quelqu'un qui parlait de confiance. Effectivement, c'est une base, mais en fait, il y a même des études qui ont été faites qui disent que même quand il y a des parents maltraitants, les enfants préfèrent raconter des choses émotionnelles et partager leurs émotions avec des parents même maltraitants plutôt qu'à des inconnus. C'est ce qui fait aussi que quand ils vivent des horreurs à la maison, ben, ils ont du mal à en parler à l'extérieur, à en parler à des inconnus, même quand ils auraient besoin d'en parler, et ben, du coup ça reste beaucoup dans le schéma familial. Et c'est très difficile de partager les émotions avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, entre 8 et 12 ans, une autre expérience qui a été faite, c'est ce qu'on appelle les jeux de nuit. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est des jeux qu'on faisait en colo et tout ça. Et bref, on allait en forêt, on allait se perdre, il fallait faire une chasse au trésor, la nuit, ça faisait un peu peur, tout ça. En tout cas, il y avait des émotions qui étaient engagées. Et donc on fait ça avec des adolescents, enfin de préadolescents de 8 à 12 ans, et puis on vérifie après s'ils en ont parlé au retour de la veillée, en tout cas au retour du jeu de nuit. Et bien pour 89 à 93% des cas, les enfants vont parler aux parents. C'est le premier, alors à peu près pareil, le père, la mère, c'est 89 pour le père et 93 pour la mère, mais ils ont parlé avant tout à leurs parents, ils ont raconté. Ils n'étaient pas obligés, hein, personne ne les oblige à raconter, mais ils ont eu besoin d'en parler. Ils en ont parlé aussi à la fratrie, pour un peu moins de 50% des enfants. Ils en ont parlé, alors c'est intéressant parce qu'ils font la différence entre amis et copains, mais ils en ont parlé aux amis et aux copains pour 33 et 37%. Donc on voit que entre 8 à 12 ans, c'est déjà beaucoup plus fréquent de parler de ses émotions à ses pairs que quand on était plus petit à 6-8 ans, puisqu'ils n'en parlaient pas quasiment avant. Et puis, on voit qu'il y a les grands-parents qui sont un peu moins aussi. Et puis, les résultats sont intéressants parce qu'on voit qu'il y a quelques enfants qui finalement ont partagé leurs émotions avec leurs chiens, avec leurs ours en peluche, avec leur journal intime, enfin bref, on voit qu'il y a des exemples en fait de personnes, d'enfants qui ont besoin en fait de le raconter, mais du coup, s'ils ne trouvent pas forcément à qui le raconter, ils ont des éléments de substitution à qui le raconter. Ils peuvent en parler en prière, ils peuvent en parler. En tout cas, il y a cette nécessité de parler des émotions quand elles ont été fortes. Bonjour Youssef. Donc ça fait partie des choses qui montrent que vraiment, il y a besoin en fait de parler de ces émotions et c'est très intéressant. Alors vous me direz, là c'est les enfants, on s'en fiche un peu, on est étudiant. Non, je pense que vous êtes quand même intéressés par ce qui se passe et par quelles étapes vous êtes passés quand même. Donc je vous montre, alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais je vais vous montrer, ouais, bon, vous n'allez rien voir du tout, donc je vais vous l'expliquer, ça sera plus simple. Donc c'est une autre expérience qui a été faite et on demande aux gens de raconter une expérience émotionnelle de leur vie à différents groupes. Donc vous allez voir qu'il y a des adolescents, des jeunes adultes et des adultes plus confirmés, on va dire, ou plus avancés en âge. Et on leur demande de parler de quelque chose d'émotionnellement engageant dans leur vie, une grosse expérience émotionnelle, et on leur demande à qui ils en ont parlé en premier. Vraiment la première personne vers qui ils sont allés pour en parler. Alors on voit que pour les adolescents, donc entre 12 et 17 ans, donc on suit un peu la logique de ce qu'on avait jusqu'à présent, entre 12 et 17 ans,
les premières personnes à qui parlent les adolescents, c'est leurs parents. Vraiment, c'est assez flagrant. Et puis après, il y a les amis, voilà, en proportion beaucoup moins grande. Et puis après, il y a des fois le compagnon. Donc là, on voit qu'on est plus proche des 17 ans, je pense. Mais en tout cas, en gros, c'est surtout les parents et les amis pour la moitié, quoi. Il y a les 3/4, c'est les parents, et la moitié, c'est les amis. Ensuite, on interroge des 18-33 ans. Donc normalement, vous êtes dans cette tranche d'âge, donc cela doit vous concerner. Et je vais vous montrer le schéma parce que je trouve qu'il est vraiment très très intéressant. Je vais essayer de cibler un peu. Voilà, donc on est là. Alors vous le voyez peut-être à l'envers parce que vu que je filme en selfie, forcément, moi je l'ai dans le bon sens sur mon livre, mais vous non, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. En gros, là vous avez les parents, là les amis, là le compagnon, et on voit que franchement c'est au même niveau, quoi. Enfin c'est vraiment au même niveau. Et puis là c'est autre. Donc il y a peut-être des psys dedans. Il y a peut-être le chien, le chat, la grand-mère, le voisin. Je sais pas qui il y a dans autre. Mais en tout cas, on voit que dans votre tranche d'âge, finalement, on voit l'apparition du compagnon qui vient prendre une place très importante. Du compagnon, de la compagne, du partenaire de vie, de la personne qu'on a choisie en fait pour partager des émotions intimes un peu plus fortes. Et puis les amis, en fait le compagnon et l'ami sont à égale proportion, et les parents sont légèrement au-dessus, mais franchement presque pareil. Et donc on voit que finalement dans votre tranche d'âge, les personnes partagent leurs émotions de manière quasiment indifférenciée entre les parents, les amis et le compagnon. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de ce résultat, mais moi je trouve que c'est assez représentatif de ce que j'entends en thérapie ou en accompagnement. C'est aussi assez représentatif de ce que moi je pouvais vivre à l'époque, où finalement quand j'avais des émotions un peu fortes, soit j'appelais mes parents, soit j'en parlais avec mes copines, soit j'en parlais avec mon chéri de l'époque. Donc dites-moi si vous fonctionnez un peu pareil. J'ai vu que dans certains commentaires, il y avait marqué justement dans cet ordre-là, famille, amis, copains. Donc c'était marrant de le formuler comme ça parce que c'est exactement dans cet ordre-là que ça sort. Et puis l'autre résultat, donc je vous avais dit pour les adultes un peu plus matures, un peu plus vieux, on va dire. Là par contre, on a un schéma qui est totalement différent, avec la famille en haut, qui est quasiment égale avec les amis. Et là, il y a le compagnon qui prend quasiment toute la place. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que passé un certain âge, les personnages féminins sont perçus comme étant des personnes à qui on peut plus facilement parler de ces problèmes que les personnages masculins. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Par contre, quand c'est le compagnon, c'est le masculin qui a l'air plus source de confiance pour pouvoir évoquer ses émotions que l'inverse. Donc, je ne sais pas si ça vous interpelle, ce genre de résultat. Moi, c'est vrai que ça m'interpelle quand même. Déjà parce que, passé 40 ans, je me dis, tiens, les femmes sont perçues comme étant plus dignes d'accueillir la parole. Et puis, voilà, donc je trouve ça intéressant. Et puis vraiment voir que le partenaire de vie, le compagnon, prend vraiment une place énorme passé 40 ans, quoi. Alors, je vois qu'il y a une issue d'une famille ancienne génération. Alors, je regarde s'il y a autre chose. Il y avait peu de place pour les émotions, de peur de se faire abaisser. L'homme doit être fort. Oui. Et oui, comme je disais, c'est vraiment une histoire d'éducation. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. On n'a pas tous la même éducation émotionnelle. On n'a pas tous la même place qu'on laisse aux émotions. Est-ce qu'il y a une place ou une façon de fonctionner mieux qu'une autre ? Je suis toujours pas convaincue. C'est vrai que dans notre société actuellement, on pousse un peu les gens à exprimer leurs émotions et à être très en lien avec ça. Moi, je trouve que c'est intéressant pour soi, d'être en lien soi avec ses émotions. Après, est-ce qu'il faut forcément les exprimer et les exposer à l'extérieur? J'en sais rien. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Je pense que d'une génération à une autre, c'est vraiment très différent. Voilà, je vois vraiment de la différence, mais je vois pas forcément du mieux ou du moins bien, quoi. C'est différent.
c'est adapté au contexte de vie. Ok, alors je reprends un peu mes fiches. Donc j'espère que ça vous a un peu interloqué quand même ce côté, dire ah ouais, bah en fait dans notre tranche d'âge, en fait on fait autant confiance aux amis, à la famille, voilà. Et à la rigueur les psys, vous voyez, les autres c'est tout petit, donc je pense qu'on n'est pas encore dans la tranche d'âge où on s'autorise aussi à parler à l'extérieur vraiment du cercle affectif. Parce que finalement, un psy, on n'est pas dans du cercle affectif, alors que la famille, les amis et le compagnon, on est dans du cercle affectif. Donc on est dans un élément de confiance d'une certaine manière, pas forcément de compétence, mais on est dans un cercle de confiance. Donc je rejoins sur le fait que effectivement la confiance était importante. Alors attendez, hop, je remonte. Alors Youssef, tu me dis si, mais je ne sais pas du tout à quoi tu fais référence. Bon, c'est pas grave. Tu me le remettras un petit peu en dessous pour faire du lien avec ce qui a été dit, pour que je sache à quoi tu réponds si. Je ne sais pas. Bon. Du coup, ce dont je voulais vous parler aussi ce soir, c'était d'empathie. Parce que on voit qu'il y a un intérêt à exprimer ses émotions, qu'on ne l'exprime pas à n'importe qui, et que on n'est pas tous sensibles aux émotions des autres de la même manière. Je voudrais vraiment faire une différence avec vous et vous aider à faire la différence entre différentes notions qui sont très très proches, qui dans le langage courant sont utilisées de manière un peu aléatoire parfois et qui pourtant montrent toute la différence du rapport aux émotions des autres. Je voulais vous parler de l'empathie, de la compassion et de la sympathie. Et c'est vraiment, et de l'altruisme aussi, on va faire vraiment tout le package. Quand vous allez parler de la confiance. Ah ok, ouais, tout à fait. Donc moi ce que je vais développer surtout avec vous ce soir, c'est la notion d'empathie. Parce que l'empathie, c'est vraiment la capacité de reconnaître l'état émotionnel de l'autre. Et ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, donc c'est vraiment une faculté, une compétence. Et il n'y a pas tout le monde qui a cette compétence de manière très développée. Mais, ceci dit, nous avons tous des capacités d'empathie depuis que nous sommes tout petits. C'est-à-dire que même un enfant qui n'arrive pas à mettre des mots sur les émotions est capable de reconnaître l'émotion de l'autre. On voit ça chez les enfants tout petits, notamment quand on est en crèche, ils ne savent pas encore parler, ils rampent. Et il y a un enfant qui commence à pleurer de tristesse ou qui commence à pleurer de douleur ou qui commence à pleurer pour n'importe quelle raison ou à rire. Et vous voyez assez rapidement les autres bébés en train de réagir à cet état émotionnel, en train parfois de chercher des solutions pour les plus grands d'entre eux quand ils peuvent un peu se déplacer, tout ça. Je sais pas, il y a assez rapidement un enfant qui va aller chercher le doudou de l'enfant qui est en train de pleurer, ou qui va essayer de lui caresser la main, ou qui va vraiment avoir une réaction et une mise en mouvement interne qui va amener un comportement qui va être déjà la plupart du temps hyper adapté, malgré le fait qu'en fait ils savent pas encore parler, ils savent pas encore bien marcher, ils savent pas encore utiliser un ordinateur et faire des tables de multiplication, mais ils sont doués d'empathie très 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 tôt, les enfants. Et c'est quelque chose vraiment qui est, pour le coup, pas éduqué. C'est quelque chose qui est vraiment spontané, c'est une capacité naturelle en fait. C'est là où je vous disais que votre cerveau, il est conçu pour ça. Après, il y a l'éducation qui va venir perturber ça, ou en tout cas le modeler pour que ça soit adapté à la culture et au cadre social et à l'environnement social. Mais naturellement, vous avez des capacités d'empathie et de reconnaissance des états émotionnels des autres. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 important à reconnaître. Qu'est-ce qui fait, sur quoi repose en fait l'empathie? Alors, certaines études montreraient que ça serait à la base lié aux neurones miroirs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des neurones miroirs. En gros, c'est un ensemble de neurones dans votre cerveau qui font que quand vous voyez quelque chose en face de vous, une action, une réaction ou peu importe, ça active dans votre cerveau les mêmes groupes de neurones que si vous étiez en train de le faire. Par exemple, ou si vous étiez en train de le vivre. Par exemple, je sais pas, vous voyez quelqu'un qui est en train de se faire mal, ça va activer dans votre propre cerveau
le mécanisme de la douleur. Vous voyez le truc. Et donc, vous allez avoir mal pour l'autre. Vous voyez? Pour comprendre qu'il a mal, l'autre en face, pour gagner du temps, ça va activer votre propre douleur, ce qui va vous permettre d'associer directement à de la douleur et donc de comprendre que l'autre a mal pour réagir de manière beaucoup plus rapide. C'est vrai, je confirme, dommage que des fois en grandissant, cela peut se perdre. Et oui, c'est ça Audrey. En fait, ça ne se perd pas, ça s'adapte au contexte culturel et aux attendus sociaux. Donc ça ne se perd pas, ça se module. Mais c'est toujours là, on est toujours capable d'avoir de l'empathie. Heureusement, hein, quelque part. Les neurones miroirs, encore une fois, vous permettraient, quand il y a une réaction émotionnelle en face, d'activer vos propres neurones à vous, ce qui vous permet de savoir ce qui se passe. C'est notamment quand on travaille un petit peu en reconnaissance des émotions, donc en analyse comportementale dont je vous parlais la semaine dernière quand je parlais des émotions, de la reconnaissance des micro-expressions faciales, je vous avais parlé de Paul Ekman et tout ça, de Lie to Me. Je ne sais pas si d'ailleurs Gabriel a recommencé à le regarder, moi j'en ai regardé quelques épisodes, je me suis fait bien plaisir cette semaine. En gros, quand on voit une expression faciale, de manière instinctive, le neurone miroir active la mise en œuvre de cette même expression faciale, ce qui va activer votre propre émotion pour comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et donc ça, c'est vraiment un mécanisme qui est très 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 visible, notamment, je ne sais pas si vous avez déjà regardé quelqu'un dans le bus qui est en train de regarder son téléphone, et vous êtes, je sais pas, il est en train de regarder quelque chose, vous ne savez pas ce qu'il regarde, et d'un coup, vous le voyez sourire, et vous-même de le voir sourire, du coup, vous vous mettez à sourire, et donc vous vous dites à ce moment-là qu'il est probablement en train de regarder quelque chose de plaisant. Mais c'est parce que vous souriez que cette activation se fait de manière aussi rapide, en fait. Donc, il y a vraiment... Et oui, c'est pas sur Netflix. Et oui, il faut chercher en streaming. Oh, c'est pas bien le streaming. Bah bon, à un moment donné... voilà. Je ne vais pas m'exprimer sur le sujet. Donc, les neurones miroirs vous aident vraiment à reconnaître les émotions des autres. Et donc, c'est vraiment sur ça que repose l'empathie. Donc, si vous voyez bien qu'il y a des neurones, donc il y a vraiment des organes dans votre corps, même si ce n'est pas vraiment des organes, mais des morceaux d'organes dans votre corps qui n'ont pour fonction que ça à la base, ben vous voyez bien que c'est un truc super naturel et que vous avez tous. Sauf à défaut de neurones miroirs pour certains, mais normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, si vous avez des neurones miroirs, a priori, vous êtes capable d'avoir de l'empathie. Mais elle a peut-être été bridée, modulée, régulée par votre éducation. Vous voyez le côté, encore une fois, information descendante. L'éducation, c'est de l'information descendante. Le côté rationnel, le côté logique. Donc, je voudrais vraiment qu'on fasse la différence entre l'empathie, qui est la capacité de reconnaître l'émotion qui se passe chez l'autre, et donc d'avoir accès à l'information, d'avoir sur quelque chose d'informatif, de la compassion. Alors, la compassion, c'est vraiment souffrir avec l'autre. C'est-à-dire, si je vois un SDF dans la rue et que je suis touchée, je souffre avec lui, mais je ne suis pas sûre qu'il souffre. Vous voyez, donc c'est pas de l'empathie. À ce moment-là, c'est de la compassion. C'est-à-dire que ça engage chez moi une souffrance par rapport à ma propre expérience, mes propres représentations de ce que c'est que de vivre dans la rue, par rapport à mes propres valeurs. C'est moi qui souffre. Si l'autre souffre en plus, je peux aussi avoir de l'empathie et de la compassion. Je peux avoir les deux. Mais l'empathie est à distinguer de la compassion. Et des fois, on a des gens comme ça qui disent oui, je sais pas, j'ai voulu l'aider parce que j'ai de l'empathie. Non, parce que l'autre, finalement, t'as pas dit qu'il était en souffrance ou t'as rien vu qui te permettait de savoir qu'il était en souffrance ou non, t'as juste souffert parce que t'imaginais qu'il souffrait. C'est ce qui se passe notamment des fois par rapport à des deuils. Je sais pas, des gens qui vous annoncent qu'ils ont perdu je sais pas, quelqu'un de leur famille ou quoi, et du coup vous allez être triste pour eux. Sauf qu'en fait, des fois, vous n'êtes même pas sûr qu'ils sont tristes, en fait. Et du coup, là, on est dans de la compassion, voire même dans de la projection. Si vous ne souffrez pas vraiment, mais vous imaginez juste que l'autre souffre, alors qu'en fait, il n'y a aucun signe qui vient vous mettre ça comme idée. Et on n'est pas dans de l'empathie. C'est pas de l'empathie à cet endroit-là. L'empathie,
c'est de pouvoir reconnaître l'émotion de l'autre. C'est vraiment ça. Alors après, il peut y avoir de l'empathie et de la sympathie. Il peut y avoir les deux, c'est-à-dire je reconnais ton émotion et je la partage. La sympathie, c'est partager l'émotion de l'autre. Je suis triste, tu es triste. Ok, je reconnais que ce que tu es en train de vivre là, c'est de la tristesse. Et je suis triste avec toi. Je suis triste que tu sois triste. Et dans ce cas-là, c'est de la sympathie. C'est ma propre émotion qui vient s'ajouter à ta propre émotion. Là, c'est de la sympathie. Et ça peut marcher avec la joie aussi. Je vois que tu es joyeux, je suis joyeuse que tu sois joyeux. Et du coup, c'est de la sympathie à ce moment-là. C'est du partage. On est vraiment sur du partage. La compassion, on était vraiment sur on souffre avec l'autre ou à la place de l'autre. Souvent dans cette notion-là, là où ça vient mettre un peu le why dans la notion, c'est que souvent on dit que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Alors c'est un peu ça, mais c'est se mettre à la place de l'autre vraiment. C'est-à-dire en s'oubliant soi. C'est pas avec mes propres valeurs, mes propres référentiels, mais ça je les laisse de côté. J'incarne le personnage de l'autre avec ce qu'il est, pas avec ce que moi je suis. Je ne me projette pas dans l'autre. Je suis à la place de l'autre. Ceux qui font du théâtre, ils doivent avoir un petit peu cette notion-là d'empathie, de sympathie, de compassion. Peut-être qu'ils travaillent un peu là-dessus, j'en sais rien. Je n'ai pas fait de théâtre. J'aurais dû. Je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Et je garde ça comme idée pour après le confinement. Peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, l'empathie, ça fait partie vraiment des compétences. Et c'est vraiment une compétence psychosociale. C'est-à-dire, c'est vraiment la capacité de reconnaître l'émotion de l'autre, sans pour autant y réagir, mais déjà de la reconnaître, de lui donner une valeur, de l'accueillir, d'avoir une notion de connaître. Et puis parfois, on parle d'empathie cognitive, c'est-à-dire l'empathie émotionnelle, c'est de reconnaître l'état émotionnel de l'autre, s'il est triste, joyeux, en colère, voilà. Et puis l'empathie cognitive, c'est vraiment de se rendre compte de l'état mental de l'autre. Il y a vraiment une différence entre l'état mental et l'état émotionnel. L'état mental, on va avoir toutes les croyances, son système de croyances, son système de pensée, la manière dont il fonctionne. Ça demande d'être dans l'empathie. On verra demain tout le fonctionnement et la calibration, la configuration du cerveau et de la pensée. Donc comment la pensée pense, on le verra demain. Et bien dans l'empathie, il y a la capacité à pouvoir déceler comment l'autre pense dans son fonctionnement, comment il fonctionne dans son état mental. Se mettre à la place de l'autre, c'est pas renier son individualité. Tu peux te mettre... Alors, compassion... Non, en fait, tu peux te mettre à la place de l'autre sans pour autant renier qui tu es, concrètement. Ça n'empêche pas. C'est différent. Tu peux, par exemple, la capacité première, à mon sens, du psychologue, c'est la capacité d'empathie, c'est-à-dire la capacité à déceler l'état émotionnel et mental de l'autre, comment il fonctionne et dans quel état il est. Pour autant, je n'oublie pas qui je suis. Quand quelqu'un en face de moi est triste, je suis capable de déceler la tristesse, de déceler tout le mécanisme. Pour autant, je ne suis pas forcément triste, moi, personnellement, pour l'autre. Si j'étais triste pour l'autre, et ça m'arrive parfois, je suis un être humain comme les autres, donc ça m'arrive d'être triste pour mes patients quand vraiment ils sont dans des situations très compliquées, dans ce cas-là, je suis dans la compassion, si je suis triste pour l'autre. Par contre, je peux partager aussi. Je suis triste que l'autre soit triste. Puis des fois, je suis dans la projection, c'est-à-dire que j'imagine qu'il devrait être triste dans cette situation-là, alors que des fois, il ne l'est pas du tout. Mais normalement, ma capacité première, ma compétence première en tant que psychologue, c'est l'empathie, de pouvoir déceler l'état émotionnel de l'autre. Est-ce bon pour nous la compassion, de souffrir avec l'autre, etc. Il faut un peu se protéger aussi, non, sans être égoïste. Ouais. Alors Audrey, on va en parler de ça parce que l'intérêt du partage social de l'émotion, alors j'en étais où? Que je vous perde pas ça parce que je vais l'aborder maintenant, comme ça sera fait. Un des intérêts du partage social de l'émotion, c'est de créer du lien. C'est-à-dire, autant on va parler de ces émotions et on va les partager avec des personnes avec qui, généralement, on est déjà en lien, mais en plus, le fait de partager ces émotions avec une personne va créer encore plus le lien, va renforcer ce lien.
C'est-à-dire que quand il y a une personne à qui vraiment on a déballé son sac, à qui on a fait confiance, à qui on a partagé des choses vraies, à qui on a, voilà, avec qui on a souffert, pourquoi pas, on peut aussi inclure la compassion dedans, avec qui on a souffert, et ben ça renforce les liens. Vraiment, ça crée des liens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts. C'est la différence qu'on peut faire entre des étudiants qui juste se côtoient et des étudiants qui vraiment font des choses ensemble et sont dans la reconnaissance et dans l'acceptation des émotions les uns des autres et qui vont vivre des émotions ensemble. Ben, ces personnes-là qui vont vivre des émotions ensemble seront beaucoup plus liées que des gens qui n'ont pas partagé d'émotions. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce que ça peut être bon pour nous la compassion? Est-ce que ça peut être dangereux? Comme tout, c'est la dose qui fait le poison, quoi. C'est-à-dire que trop de compassion, bah, du coup, tu vas être tout le temps en train de ressentir des choses par rapport aux autres, et quitte même à toi ne pas faire attention vraiment à ce que toi tu ressens. C'est un peu le problème de la compassion, et trop de compassion peut tuer aussi la relation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que souffrir avec l'autre. À la rigueur, vaut mieux trop de sympathie que trop de compassion, parce que la sympathie, on a vu que c'était aussi le fait de vivre des joies et de vivre... Là, on n'a pas besoin d'être... Il y a des personnes qui sont que dans la compassion et qui du coup ne s'entourent qu'avec des gens qui souffrent pour être dans la compassion parce que c'est leur mode de fonctionnement. Le problème, c'est que quand ces personnes-là ne souffrent plus et qui vont bien, mais du coup, il n'y a aucun intérêt. Donc, on parlera des relations voilà, je vous parlerai, je pense, dans peut-être la semaine prochaine du principe de harcèlement et tout ça. On est dans ce genre de relation un peu perverse quand on n'est que dans la recherche de la compassion. Souffrir avec l'autre, ça peut être mauvais pour nous aussi, parce que du coup, on ne fait pas forcément la différence entre ce qu'on ressent nous et ce que ressent l'autre. Il y a une sorte de mélange finalement entre l'autre et soi. Donc ça peut être vraiment délétère pour soi parce que ça peut être trop fort émotionnellement et ça peut être délétère pour la relation. Est-ce que c'est pas dur d'endurer l'intégralité de l'émotion avec l'autre? Je veux dire, si quelqu'un se sent paralysé par l'anxiété ou quoi, pour devenir objectif, il faut couper court à l'émotion. Désolée, j'ai pas tout le message. Alors, j'ai pas tout le message, mais dans tous les cas, on ne peut pas prendre toute l'émotion de l'autre. C'est pas comme ça que ça se passe. Déjà parce que quand on est dans la compassion, quelque part, on est un peu dans la projection de ce que l'autre pourrait vivre, alors qu'en fait, non. Quand on est dans l'empathie, on ressent l'intensité de l'émotion de l'autre, mais on sait que c'est l'émotion de l'autre. C'est-à-dire que quand l'autre est en colère, ben, je ne suis pas en colère pour autant. L'autre est en colère, je peux réagir, bien évidemment, mais je sais que c'est sa colère à lui. C'est-à-dire que je ne l'emmène pas chez moi. Il n'y a pas de contagion émotionnelle. Avec l'empathie, il y a vraiment cette notion de savoir où on est, de savoir sa place et de savoir distinguer l'émotion de l'autre, mais sa propre émotion aussi. C'est pour ça que c'est un vrai travail de travailler dans le champ des émotions, et le travail du psy, c'est pas n'importe quoi. Faut être quand même bien droite dans ses basques au niveau de ses émotions, parce qu'il faut être en capacité justement de reconnaître les siennes et de reconnaître celles de l'autre, et de pas projeter les siennes dans l'autre. Donc c'est vraiment toute une gymnastique qui est compliquée. Après, le but de développer l'empathie, et on va de plus en plus vers ça, notamment dans les systèmes scolaires, on essaie de développer l'empathie chez les enfants, alors que concrètement, ils l'ont déjà. Voilà. Donc, je comprends l'idée, mais il faudrait surtout essayer de ne pas la brider, de ne pas l'enlever ou de ne pas l'empêcher. Mais le principe, c'est vraiment d'être dans l'éducation émotionnelle, de redonner une place aux émotions, de savoir les utiliser, de savoir faire la différence entre ses émotions, celles des autres, et de pas faire de ces enfants qui étaient empathiques ou empathes à la base, des enfants qui vont brider leurs émotions, ne plus reconnaître les émotions des autres, et être vraiment débordés, et être des éponges finalement, des éponges des émotions des autres, parce qu'à un moment donné, ils ne savent pas reconnaître celles qui leur appartiennent de celles des autres, et du coup, tout est mélangé. Et actuellement, avec l'histoire du coronavirus, ou avec d'autres moments très émotionnels qu'on a pu vivre ces dernières années, on repère ça, c'est-à-dire que, concrètement, on voit qu'il y a une contagion émotionnelle. Là, le coronavirus,
autant on est capable de dire faites du confinement physique, mais moi je dirais faites du confinement mental aussi, c'est-à-dire que ne vous laissez pas dans la contagion des émotions reliées à cette notion-là qu'est le virus. Oui, voilà, écouter l'autre sans être trop affecté soi-même. Oui, c'est l'émotion de l'autre, c'est ça en fait. Mais une fois qu'on connaît bien son fonctionnement émotionnel, c'est pour ça que ces lives-là, ils ont aussi pour but que vous vous interrogiez sur comment vous fonctionnez. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça du développement personnel aussi, c'est-à-dire que c'est un super pouvoir de se connaître suffisamment pour savoir ce qu'est à soi et ce qu'est à l'autre. Et quand on arrive à le faire avec les émotions, on arrive aussi à le faire avec les pensées, avec les idées, et ça donne une capacité d'être centré et d'être cohérent avec soi-même qui est quand même assez exceptionnelle. Donc, par rapport aux émotions, encore une fois, il y a cette notion de ne pas mélanger compassion et empathie. Moi, je vous invite vraiment à être dans ce truc-là de reconnaître, de reconnaître les émotions des autres, mais de travailler aussi sur reconnaître les vôtres. Parce qu'au plus vous reconnaissez les vôtres, au plus vous allez avoir la capacité de faire la différence avec celle des autres. Donc déjà, ça vous donnera une limite intéressante, déjà. Pour travailler sur l'empathie, en fait, il suffit, quand il y a des situations un peu émotionnelles, justement de se dire qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qu'il y a à l'autre, et puis de finalement chercher, ok, là je vois une émotion, ou je la ressens, ou je la perçois, il s'agit de quoi? Et ça, c'est tout le travail qu'on peut faire grâce à l'analyse comportementale, grâce juste au fait des fois de demander à l'autre, ok, là j'ai perçu une émotion, c'est quoi? C'est quoi ton émotion là? Et ça va vous donner de l'information. Alors nous, on le fait sans arrêt en thérapie. Il y a des fois où je capte une émotion chez quelqu'un et des fois ça prend une milliseconde. C'est hyper rapide. Les émotions, encore une fois, comme je vous disais la semaine dernière, c'est de l'ordre de la fraction de seconde, l'émotion vraie. C'est hyper rapide à se mettre en place. Des fois, c'est de dire, ok, stop. Quel que soit ce que la personne soit en train de me dire, moi je lui coupe la parole, j'ai pas de problème avec ça, parce que je trouve que le non-verbal est parfois beaucoup plus parlant finalement que le verbal. Donc je coupe l'autre et je lui dis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Quand vous êtes en train de juste... La respiration là, c'était quoi? Et encore une fois, une émotion, quand vous avez compris que ça se passe dans le corps et que c'est une information sur ce qui se passe dans le corps, mais aussi dans la tête et dans la pensée, et en fait, vous êtes beaucoup plus attentif. Finalement, rien que d'être attentif à ça, vous êtes beaucoup plus dans l'empathie. Vous n'êtes pas juste dans votre ressenti à vous ou dans votre mental qui imagine que l'autre devrait ressentir comme ça. Vous êtes dans l'observation fine. Être dans l'empathie, c'est être dans l'observation, dans l'accueil de l'autre. Un peu comme si vous étiez une page blanche sur laquelle l'autre allait écrire avec son émotion, avec ses mots. Oh là, je deviens poète ce soir. Bref, donc le but, c'est vraiment... d'être dans l'observation et l'accueil de l'autre tel qu'il est. Et des fois, vous comprendrez ce qui se passe et des fois, vous ne comprendrez pas forcément ce qui se passe. Et dans ces moments-là, vous pouvez demander, vous pouvez observer encore un peu plus. Voilà. Vous pouvez travailler aussi avec les films, de pouvoir repérer les émotions en sachant que bien évidemment, ce sont des émotions construites la plupart du temps. Mais vu qu'elles vont chercher dans des vraies émotions, des fois, c'est intéressant dans certains films. Notamment, je travaille beaucoup sur des films français parce qu'au moins, j'ai pas le décalage Bref, au niveau de la langue, comme ça, au moins, je suis raccord. Et dans certains films français, on voit très bien quand l'acteur, en fait, traduit une émotion, mais qu'en fait, il est en train de ressentir une autre. Moi, je l'observe et je le ressens, et en général, on ressent un décalage, en fait. La méditation aide aussi à se reconnecter à ses émotions. Oui, Mélanie, tout à fait. Tout ce qui permet de couper de l'extérieur, déjà, ça recentre un peu le débat, quoi. Mélanie, fais gaffe à tes émotions. Ah oui. Oui. Ou accueille-les, explore-les. De toute façon, une émotion, normalement, ne tue pas, tant qu'on sait l'accueillir et qu'il n'y a pas de risque réel pour la vie de la personne. Ok, donc les émotions, je vais finir sur ce propos-là pour ce soir. Les émotions, comme je vous disais, voilà, c'est une histoire de survie, donc on est obligé de les partager. Dans tous les cas, ça se transmet. Même si vous captez, même si vous bloquez toutes vos émotions, à un moment donné, ça se traduit de manière phéromonale. Donc, votre odeur traduit de votre émotion quelque part. Un micro-mouvement, la manière dont vous utilisez le langage, tout
le fait que vous répondiez ou que vous répondiez pas, le temps de réaction, tout ça, ça traduit de vos émotions et ça donne de l'information à l'autre. L'autre, selon s'il est à l'écoute de vos émotions ou pas, dans tous les cas, il va en percevoir quelque chose, sauf que s'il est à l'écoute, il est plus en réception, c'est-à-dire qu'il va recevoir plus de messages et surtout, il va pouvoir en faire quelque chose qui est plus intéressant pour vous et pour lui. Et les gens qui mentent sur les émotions, c'est ce que je disais sur les acteurs, même les meilleurs menteurs sont obligés, pour bien mentir, de faire appel à des vraies choses. Ceux qui s'entraînent pour le détecteur de mensonges, par exemple, et ben en fait, ils doivent travailler sur aller chercher des choses qui sont vraies. Et dans la plupart des cas, les menteurs répondent à des vraies questions, c'est-à-dire, par exemple, s'ils posent la question est-ce que tu as tué un tel et que normalement il doit répondre non, mais dans sa tête il va se poser une autre question à laquelle il va répondre non, mais du coup il sera vrai et cohérent par rapport à cette question-là et pas par rapport à la question qu'on lui a posée. Bon bref, on parlera des menteurs peut-être une autre fois, mais en tout cas les gens qui mentent sur leurs émotions, alors ça dépend s'ils se mentent à eux-mêmes ou s'ils mentent aux autres, mais dans tous les cas, oui, nous modulons tous nos émotions et nous avons tous appris à moduler nos émotions en fonction de notre éducation, je le répète, de notre cadre social et de ce qui a été autorisé ou pas socialement et de notre personnalité et voilà, de notre sensibilité. On ment tous sur nos émotions. On dit jamais tout non plus, donc les gens qui mentent sur leurs émotions, alors peut-être que tu parles plutôt de leurs sentiments. C'est plus facile de mentir sur les sentiments que sur les émotions. Parce que les émotions, c'est dans le corps, alors que les sentiments, c'est plus conceptuel, en fait. Bref, on parlera peut-être de l'amour une fois. Dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous intéresserait qu'on fasse un live sur l'amour. Je vais attendre vos réponses, mais dites-moi si vous me dites amour, ok. Comme ça, je sais que ça vous intéresse, même s'il y a un petit décalage. Ok, donc je voulais finir cette soirée en parlant justement des émotions et de la force communicationnelle des émotions. Donc je vous ai déjà dit que par rapport à un message, si l'émotion traduite n'est pas en rapport avec le message et l'information donnée verbalement par le message, ça fait perdre de la valeur au message. C'est un peu comme si quelqu'un vous crie dessus qui vous aime, parce que vous êtes en train de vous disputer, il est vraiment en colère, mais il vous crie qu'il vous aime, et bien le je t'aime n'a plus aucune valeur, parce que vous l'avez dit avec l'image de la colère, et que les gens n'ont pas envie de voir associer l'image de la colère au je t'aime, par exemple. Oui, il y a des grands amoureux, je vois dans le groupe, des grands sensibles, donc on fera quelque chose sur l'amour, si vous voulez. Donc, l'émotion permet vraiment de manipuler l'autre, de l'amener à penser des choses, de l'amener à ressentir des choses, de l'amener à avoir certains comportements. Puisque je vous ai dit que c'était un mécanisme totalement naturel de moduler son comportement par rapport aux émotions qu'on perçoit dans un message ou chez l'autre, et bien forcément, ça va être un vecteur qui va être très utilisé dans la pub, le théâtre, l'art en général, la politique, clairement. Et là, ce que j'observe aussi, c'est que du coup, c'est très utilisé dans les politiques de santé publique. Donc, je vais en parler 2 secondes parce que c'est un peu le contexte actuel, mais c'est intéressant quand même parce que, donc, faut savoir que moi, je suis psychologue, mais j'ai fait aussi un master de santé publique. Donc, quand je vois des chiffres de santé, je les vois et je les interprète. Je les vis émotionnellement dans un premier temps, puis après je les interprète avec les connaissances que j'ai de santé publique. Concrètement, aujourd'hui, les messages qui sont donnés sur notamment le coronavirus sont des messages qui ont un objectif, puisque je vous ai dit que quand on communiquait, on avait un objectif toujours, c'est de permettre la mise en place des principes de santé publique et donc là des mesures qui ont été dites, par exemple le confinement. On va prendre vraiment cet exemple-là et c'est juste pour illustrer le propos, mais vous verrez que ça peut avoir un lien partout. Donc pour que les gens maintiennent le confinement ou qu'ils le mettent en place, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser les chiffres qui sont des chiffres a priori plutôt justes, enfin j'en sais rien, hein, dans l'absolu j'en sais rien, mais on va utiliser des chiffres qu'on va montrer d'une certaine manière pour augmenter le niveau d'anxiété et donc la peur pour que les personnes restent chez elles. Voilà, ça va être le triangle un peu stratégique de ça. Bien évidemment, si on avait pris le nombre de décès
par rapport à la population, on arrive à un chiffre qui est, alors je ne sais plus combien on est en France et je ne sais plus combien il y a de décès, mais vous ferez le calcul si vous voulez. Si on regarde ce chiffre-là, on arrive à 0,0001% de la population. Donc c'est présenté comme ça, même si les chiffres seraient vrais, ça serait tellement infime qu'il n'y aurait personne qui se dirait je vais rester chez moi confiné, alors que finalement ça touche très peu de cas. Vous voyez, si on est dans cette pensée-là, c'est pas logique de rester confiné. Vous voyez, et c'est d'ailleurs pour ça que au début, tant qu'il n'y avait pas le confinement, les gens ne s'inquiétaient pas et donc les gens prenaient très très peu de mesures. Donc le fait de montrer le nombre de cas, le nombre de décès, de voir l'évolution de jour en jour, même si en fait en termes de santé publique on sait que c'est une épidémie, donc on sait que ça a une forme épidémique concrètement, et bien du coup ils choisissent en fait de montrer les chiffres d'une certaine manière pour créer une émotion, pour déclencher chez vous, chez nous, chez les citoyens qui sont ciblés par ce message, pour déclencher un certain type de comportement. Et pour le coup, c'est très stratégique et c'est plutôt malin, parce qu'encore une fois, on vous aurait mis en parallèle les chiffres les chiffres d'autres maladies qui tuent plus à un instant T. Bah, du coup, vous seriez dit, ah c'est bon, ça tue moins que telle personne, du coup je reste pas chez moi. Sauf que pour qu'on puisse enrayer l'épidémie, il y a besoin que les gens restent chez eux. En tout cas, c'est la stratégie qui a été posée et qui a été imposée à la population. Et du coup, bah, le fait de générer de l'émotion, on a plus de chances de pouvoir créer un certain type de comportement. Dans toutes les politiques de santé publique qu'on peut avoir en France, et encore une fois, en France, on a vraiment vu qu'on a une psychologie qui est une façon de penser qui est très dans le négatif et dans l'anticipation des risques. On travaille beaucoup sur ça, en tout cas on pense beaucoup comme ça, on parle beaucoup de la crise, beaucoup de ceci, de cela. Du coup, faire des politiques de santé publique centrées sur le risque ou centrées sur la peur. On avait pas mal de campagnes, par exemple, par rapport au tabac. On a beaucoup de choses de politiques et de stratégies qui sont basées sur la peur. Par exemple, par rapport au risque routier, pendant un temps, tous les messages qui étaient en publicité pour protéger la population, c'était des images qui étaient choquantes et des images qui créaient de la peur. C'est quelque chose qui marche. Mais de la même manière que mettre des bébés trop mignons pour vendre certains produits ou certains yaourts ou quoi, ben ça marche aussi parce que ça crée de l'émotion. C'est peut-être moins efficace, j'en sais rien. Ça dépend des produits, j'imagine, ça dépend de la cohérence. Mais en tout cas, les émotions permettent de véhiculer des idées, tout comme elles permettent parfois de bloquer des idées. Comme je vous disais la dernière fois, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'était par rapport à la communication non violente de Rosenberg. Et ben en fait, les émotions, c'est pareil. Ça module tellement les messages qu'en fait, ne vous inquiétez pas si en fait vous en retrouvez partout. La pub, les médias, et là, on est actuellement dans une période où il y a énormément d'émotions véhiculées via les réseaux sociaux, via les médias. Non, je dis pas sortons tous, non, quand même pas, non. Le but, c'est juste de comprendre la stratégie et de voir que, ben, finalement, c'est plutôt bien pensé puisque ça permet aux gens d'avoir du sens, en fait, au fait de rester chez soi. Le problème que je vois à cette stratégie, et je m'arrêterai peut-être là après, c'est finalement, à un moment donné, on continue d'être matraqué par des messages qui sont anxiogènes, alors qu'ils sont générés par les politiques de santé publique, mais qui sont aussi véhiculés par les médias sociaux, par les gens eux-mêmes, parce que mine de rien, ils se partagent leurs émotions. Et donc, en fait, on a une mesure de confinement qui est déjà en place et que les gens maintiennent quand même plutôt pas trop mal, j'ai l'impression. Et donc, du coup, on a déjà l'action maximale mise par les gens, et on a des messages anxiogènes qui continuent d'arriver. Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'on peut se sentir impuissant, parce qu'on peut se sentir de plus en plus anxieux avec une capacité d'action qui est limitée.
L'avantage aussi, c'est que via les réseaux sociaux, on a aussi beaucoup de messages positifs, on a beaucoup de choses qui viennent quand même rassurer, qui viennent contrebalancer ça. Mais en tout cas, ce que je voulais, pour finir avec ça, c'est que dans tous les cas, on est dans une société de partage des émotions, on partage tous nos émotions, qu'on le veuille ou non, et alors on parle plus d'islam d'ailleurs, moi je sais pas, ça j'ai pas d'avis sur la question, mais en tout cas, on est dans une société très émotionnelle, où il y a des émotions partout, la pub, les gens parlent de plus en plus de leurs émotions, de leurs états émotionnels, donc on peut être un peu en surcharge et en éponge émotionnelle et en contagion émotionnelle, c'est vraiment le terme employé en psychologie, une contagion émotionnelle. C'est important dans ce cas-là de développer l'empathie, c'est-à-dire de faire vraiment la différence entre qu'est-ce qui est à moi dans les émotions, qu'est-ce qui est à l'autre, et de pouvoir vraiment réussir à remettre un peu de souffle là-dessus, et aussi de pouvoir, tout comme on fait du confinement physique par rapport au virus, on peut faire aussi du confinement et du choix de ce qui va nous influencer ou pas. Vous pouvez très bien passer votre journée à vous renseigner sur le coronavirus, à vous laisser matraquer par tous les messages, mais vous pouvez aussi dire, moi je fais ce qu'il faut, je peux pas faire plus, donc ça sert à rien de me stresser plus, puisque je fais déjà ce qui est attendu, et sélectionner les informations de manière à pouvoir juste vous tenir au courant et ne pas vous stresser plus. Je vous dis ça parce que ça fait 2 semaines qu'on est en confinement et que moi je reçois des étudiants du coup par WhatsApp, et clairement j'ai dû le répéter toute la semaine, mais c'est important vraiment de prendre sa responsabilité émotionnelle et de se dire juste voilà, je choisis la place que je laisse à ça, vraiment. Parce qu'encore une fois, vous pouvez pas faire beaucoup plus. Donc si ça servait à vous rendre plus actif ou plus, mais là on vous demande juste de rester chez vous. Donc ok, prenez des émotions, c'est bien, mais n'hésitez pas à choisir aussi vos sources d'émotions. Il y a aussi plein de belles choses qui peuvent vous influencer positivement dans cette période. Je le vois justement sur le groupe de Chloé Culture Crous, il y a du yoga, voilà, ils partagent des recettes de cuisine, ils partagent des bonnes expériences. Je sais que sur les réseaux sociaux en général, il y a plein de mamans qui partagent les fous rires avec des enfants. Enfin voilà, il y a des belles choses aussi qui sont créées par cette situation. Tant que vous êtes en capacité de pouvoir gérer, choisissez. Voilà, soyez pas juste des éponges passives. Vous êtes quand même des êtres doués d'une forme d'intelligence émotionnelle et rationnelle. Donc prenez un peu la mesure de tout ça. Ça commence à faire 2 semaines. Commencez à faire des choix qui sont bons pour vous, et vraiment des choix, j'allais dire politiques, mais politiques de vous-même en fait. C'est-à-dire de votre politique interne, de comment vous gérez votre vous-même. Vous voyez, un peu comme si vous étiez le chef d'État de votre propre vous. Donc voilà. Donc c'est vraiment, ça fait plusieurs séances qu'on parle de responsabilité émotionnelle, mais je voulais finir sur ça parce que c'est important. C'est important de savoir ce qu'on véhicule et de savoir ce qu'on choisit de faire passer par soi, et à quel point on est ok avec le fait de se faire influencer par des émotions de l'extérieur ou pas. Je dis pas de faire totalement le blocus de toutes les émotions qui existent à l'extérieur, mais c'est juste développer votre capacité d'empathie, prenez ce qui est à vous, déjà, prenez conscience de ce qui est à vous, de ce qui est à l'autre, et décidez de faire passer ce qui est bon pour vous ou ce qui vous aide à atteindre un objectif ou à être cohérent avec vos valeurs et ce qui est important pour vous. Voilà, je vais terminer sur ça. Où sont ces messages? Je ne sais pas de quel message tu parles. Ah, c'est toujours le problème d'être un peu en décalé. Manipulation médiatique, publicitaire, oui, mais en même temps, c'est le but. Quand on vous met une jolie fille sur une voiture pour vous vendre une voiture, on est dans de la manipulation, mais c'est de la pub. Je veux dire, on peut pas leur reprocher d'essayer de vous vendre un truc, c'est leur boulot. En tout cas, ils sont pas bons pour être bien vus. Ouais. Ok. Alors, du coup, je vous laisse sur ça, je vous laisse méditer, je vous laisse faire ce que vous avez à faire. Et voilà, j'espère que la notion vraiment d'empathie vous aura intéressé. Demandez-vous à quel point vous êtes empathique, à quel point parfois vous êtes peut-être plus dans la compassion, ou peut-être même dans la pitié, ou voilà.
Et voilà. Et c'est pour quand la prochaine? C'est demain soir. Et on parlera de... J'ai mes petits papiers de la semaine. J'aime beaucoup les post-it, moi, personnellement. La configuration de la pensée, parce que ça fait plusieurs fois que je vous en parle, de certains qui sont positifs, négatifs. Et ben demain, je vais vous en faire plusieurs, des configurations de pensée. Et comme ça, vous allez mieux vous connaître et vous allez vous poser la question de « Ah, comment je fonctionne ?» Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir parce qu'il n'y a pas de raison. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée et prenez soin de vous. Voilà, ciao!